Salut tout le monde. Eh bien on se retrouve pour un petit motovlog. Là j'avais envie de vous parler de deux trois choses. Des petites choses qui me sont arrivées dernièrement, aussi bien au niveau accessoires moto que mécanique sur la moto, puisque je n'ai plus roulé en fait depuis lundi d'il y a une semaine et demie. Bah, on va se trouver un petit endroit là. J'avais repéré un chemin la dernière fois ici. Voilà, c'est bien, c'est un bon petit chemin. Hop là, t'as le parfois maintenant. Ouais, d'ailleurs c'est une des premières choses dont je vais vous parler. Le souci carbu, ça faisait plusieurs vidéos que j'en parlais parce que bon, je tâtonnais, je ne savais pas exactement d'où ça venait. J'ai plusieurs pièces qui ont l'âge de la moto de toute façon, donc il y a de l'usure qui s'accumule. Je rappelle que la moto a 67 000 km maintenant, donc c'est pas grand chose pour ce genre de moto dans l'absolu, mais en fait ça dépend du parcours que vous faites, du type de parcours. Si vous voulez, une moto qui va faire que de l'autoroute, elle va faire les 100 000 km les deux dans le nez avec les entretiens courants. Ça va le faire à l'aise, mais une moto, en tout cas moi depuis que je l'ai, et je sais que celui d'avant il faisait pas beaucoup de route, c'était beaucoup de petits parcours. Ouais, voilà, beaucoup de petits parcours, 10, 20, 30, 50 km en majorité, on fait pas que ça. Mais une moto qui voit beaucoup de petits parcours et du tout-terrain comme je fais souvent avec cette moto, forcément l'usure n'est pas la même. Vous n'allez pas l'utiliser au même régime, les régimes vont varier énormément. Vous allez utiliser beaucoup plus la boîte de vitesse. Tout ça fait que ce genre de moto, pour faire 100 000 km, je peux dire qu'on est déjà bien. Alors que 100 000 km pour une moto qui fait beaucoup d'autoroute, on peut dire qu'elle est quasiment à mi-vie parce que là, la longévité du moteur est optimum. Alors vous voyez, il pleut là. Là, c'est cool parce que moins de poussière déjà. Parce que l'air de rien, quand vous faites des sorties avec des potes surtout, puisque généralement quand vous êtes derrière, vous bouffez la poussière. Et je peux vous dire que tout ce que vous bouffez, la moto, elle le prend aussi dans sa boîte à air. Donc vous avez intérêt à avoir des filtres à air qui sont pas trop vieux. Vous les dépoussiérez de temps en temps, un petit coup de soufflette. Alors sur les deux dernières sorties que j'ai fait, les grosses sorties poussiéreuses, laisse tomber comment elle était poussiéreuse la boîte à air à l'intérieur. Là du coup j'ai commandé mes filtres à air, je les ai reçus, je vais les changer. Donc je vais revenir d'abord sur le problème carbu dont je vous parlais. Vous voyez la moto ratatouillait beaucoup vers environ 1800-2000 tours. Et en fait je me suis rendu compte au bout d'un moment seulement que j'étais pas le seul concerné. J'ai trouvé une astuce sur un forum du fait un collègue qui a essayé ça sur sa moto, qui consiste à passer la petite rondelle que vous avez sur l'aiguille du boisseau. Il y a 3 positions. D'origine, elle est sur la position la plus haute, et il faut passer la rondelle sur la position du milieu. Et alors là, autant la moto peut ratatouiller un tout petit peu encore vers 2000 tours, mais elle reprend, et elle reprend beaucoup mieux qu'avant. Avant, tant que j'atteignais pas au moins 3000 tours, j'avais pas de pêche, j'avais pas de gouache pour sortir des virages, partir en glisse. J'arrivais plus en fait à drifter comme il faut comme ça. Il fallait soit que je reste dans les tours, soit que je joue de l'embrayage. Et ça c'est pas bon parce que bon, l'embrayage il est encore en super état, il marche super bien, il colle bien. Mais à force de faire ça, je l'aurais cramé beaucoup plus vite quoi. Et donc depuis que j'ai changé la position de la rondelle sur l'aiguille du boisseau, que j'ai passé sur la position du milieu, j'ai regagné de la gouache, le bordel. À 2000 tours, maintenant, je réaccélère, elle part, mais elle patine quoi. Je suis en ligne droite, vous voyez, un chemin comme ça, plein de cailloux. Là, c'est un peu plus de l'herbe, des cailloux tassés. Mais là, des cailloux comme ça, je suis à 2000 tours, je réaccélère, bim, c'est là qu'elle demande à partir et qu'elle burn, même en ligne droite. Pas besoin d'être en virage ou quoi. Là, j'ai toute la gouache. J'ai rattrapé quasiment la gouache d'origine, j'imagine. Ça fait tellement longtemps que je traînais ce problème que je m'en suis plus trop rendu compte en fait. Et ça fait vraiment plaisir. Franchement, ça fait du bien. Alors sachant que les carbus, j'avais refait plein de choses. Là dernièrement, j'avais acheté un kit de joint et kit de pointeau. Ça coûtait pas trop cher. Et honnêtement, il fallait le faire parce que les joints étaient pourris. Je vais vous passer des photos au fur et à mesure que je parle, comme ça vous verrez. Les joints étaient séchés, ils avaient de la crasse. Donc ça fait du bien de les changer. Les pointeaux étaient plutôt en bon état avant, donc je ne sais pas si ça a changé quelque chose, mais c'est bon de le faire. La bécane est de 91, je le rappelle. Par contre, l'intérieur des carbus était propre quand je l'ai fait la première fois. La deuxième fois, je m'étais rendu compte que j'avais mal refixé la boîte à air, je l'avais pas serré comme un con. Je m'en suis rendu compte plus tard, donc les carbus avaient encore avalé de la merde, je les avais renettoyés, mais globalement ils sont propres. Par contre, les boisseaux de carburateur, donc les petites pièces en plastique qui coulissent, eux ils sont bien rayés. Alors là, tout dernièrement, quand j'avais redémonté, je leur ai passé un petit coup de ponçage, mais très léger, au papier à l'eau, pour essayer d'atténuer les griffes. Mais ils coulissent bien, même avant que je le fasse, ils coulissent bien, donc ils restent pas bloqués, donc c'est pas trop un souci. Tant que la moto roule bien comme ça, là c'est le cas maintenant,
je vais les faire durer le plus longtemps possible. Mais ils sont fort rayés quand même. Donc ce sera quelque chose à faire, mais ça c'est quelque chose qui coûte assez cher. C'est dommage, je venais de changer les membranes de boisseau. Et justement, les membranes, ça m'a coûté un peu plus de 60 € les deux livrés. Donc, et seulement les boisseaux s'achètent avec les membranes. Donc ça me fait racheter quelque chose que je viens de changer. C'était un peu bête. Du coup, je vais les exploiter le plus longtemps possible. Voilà, donc ça c'était pour le problème carbu. Et là, tout dernièrement, et punaise, pas de chance, quoi. Je traîne des problèmes par-ci par-là, c'est des broutilles, hein, entre guillemets. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'est, puisque je fais tout ça moi-même. Donc au final, ça me coûte pas grand-chose. Même si c'est un peu chiant de devoir mécaniquer tout le temps, mais dans le fond, j'aime assez ça. Donc, enfin bref, le tout, c'est de trouver la solution. Donc là, je vous fais écouter. J'avais un bruit moteur. Donc là, ça rigole plus, quoi. C'est un bruit moteur du côté droit. J'avais un cliquetis sur le moteur. À peu près, je l'entendais dans cette zone-là. Je m'imaginais plein de choses au début, hein. J'imaginais genre la pompe à huile, la pompe à eau. L'embrayage, j'ai vite éliminé parce que j'embraye, que je débraye ou pas, que je sois à l'arrêt, que je sois en roulant, le bruit était toujours là. C'était un bruit donc à 1400 tours, à plus ou moins 100 tours minute, et un bruit qui était au rythme du moteur. Donc si j'accélérais, le bruit s'accélérait aussi. Très vite, je me suis mis sur la chaîne de distribution. Et donc j'en ai profité du fait pour faire les jeux aux soupapes. Et donc j'ai acheté les pastilles pour corriger le jeu aux soupapes et la chaîne de distribution. Donc là je vous fais écouter le bruit qu'elle faisait. Ouais, c'était pas joli à entendre. Ça m'a inquiété, ça m'a pas mal inquiété. Surtout qu'en fait, j'ai fait mon niveau d'huile dans la foulée et je me suis rendu compte qu'il était très bas. Là, c'est totalement de ma faute. Il était presque 2 cm sous le niveau minimum. Donc sur cette moto, il faut savoir que c'est un niveau qui se fait à chaud. Il faut faire chauffer la moto, il faut bien la faire chauffer. On attend, je sais pas, peut-être une minute ou deux et on fait le niveau, on pose la jauge sans la visser, on regarde. Et là, j'étais beaucoup plus bas. Moi, j'ai souvent tendance à le faire à froid par flemme en fait, parce qu'on revient d'une balade. On n'a pas envie franchement d'aller démonter le carénage. Bon, il n'y a qu'une vis, hein. Une vis et 2 tétons, on l'enlève, on contrôle. Il faut faire ça assez vite. Il faut le faire dans la minute ou dans les 2 minutes à peu près. Si vous le faites 5 minutes plus tard, le niveau aura encore changé. C'est ça qui est chiant sur les motos où on fait le niveau à chaud. C'est que le niveau varie énormément. Si vous attendez 1 minute ou si vous attendez 5 à 10 minutes, c'est plus du tout le même niveau. Donc c'est assez chiant. Et j'avais remarqué quand je faisais le niveau à chaud, qu'à froid, alors là je veux influencer personne, hein, ne le faites pas comme moi, de toute façon je vous le conseille pas du tout. J'avais remarqué que quand je le faisais à chaud, et quand il était bon à chaud, à froid, il était au minimum. Généralement quand je le fais, c'était ça ou à peu près. Du coup, la plupart du temps, je faisais mon niveau à froid, je me disais tiens, lui il est au minimum, donc toujours en posant la jauge sans la visser. C'est au minimum, donc je sais que je suis à peu près bon. Et de temps en temps, mais c'était de plus en plus rare avec le temps, par flemme. Et là, c'était mon erreur. Je le faisais à chaud, mais pas assez souvent. Et du coup, donc, je me suis rendu compte que je manquais pas mal d'huile. Et du fait, je me suis inquiété. Je me suis dit, merde, vous savez, il y a une bielle, il y a quelque chose, un roulement de vilebrequin ou des conneries comme ça qui en a pris un coup. Donc ça m'a pas mal inquiété pendant un instant, mais quand j'ai vidangé, c'était la première chose que j'ai fait, j'ai vidangé, j'ai remis de l'huile, j'ai mis de la 15-50 maintenant, de la Motul, plutôt que de la 10-40, donc un peu plus épaisse maintenant, et le bruit a persisté. Mais dans la vidange que j'ai faite, j'ai mis ma main en dessous et tout, et j'ai pas constaté de particules métalliques ou quoi que ce soit. Du coup, ça m'a à peu près rassuré, et c'est surtout le fait que le bruit soit uniquement à chaud, et uniquement à 1400 tours environ, et pas ailleurs. Donc je me suis dit, ce serait pas cohérent. C'est pas cohérent, c'était un problème au niveau du bas moteur. Il serait là presque tout le temps et à presque tous les régimes. Donc là, c'était pas trop cohérent non plus. Du fait, voilà, ma distribution, j'ai changé hier. Et donc pour la distribution, c'est très bête. Il suffit donc de faire comme pour le jeu soupape. Donc vous enlevez le flanc de carénage avant gauche et droit, le radiateur, les bougies, le cache-arbre cam. Ensuite, j'en ai profité pour contrôler mes jeux aux soupapes. Donc vous enlevez ça, vous enlevez ensuite l'échappement, puisqu'il passe devant la chaîne de distribution si vous voulez. Elle est là. Le moteur est là, il est comme ça de biais vers l'avant. La chaîne de distribution est là. Je vous passe des photos aussi à l'écran. Et vous avez des pompes à huile ici. Une pompe à huile qui va donc pomper pour faire circuler l'huile, qui va
l'absorber, et une pompe à huile qui va évacuer l'huile, puisque c'est une moto qui tourne à carter sec en fait. Il y a très peu d'huile qui reste dans le carter une fois que vous avez éteint la moto. C'est pour ça que quand vous vidangez la moto, vous avez les 3/4, si c'est plus, qui restent dans le vase d'expansion que vous avez ici derrière le carénage. Et il y en a très peu, il y a moins d'1 litre qui traîne dans le carter. Donc vous enlevez l'échappement, donc du coup le sabot moteur évidemment, et le carter des pompes à huile ici. Et il faut enlever les 2 pompes à huile. Et pour les enlever, il y a un circlips ouvrant, donc il vous faut une pince ouvrante. Une fois que vous les avez enlevés, pour tirer les pompes à huile, et alors attention, si vous n'avez pas vidangé, de toute façon, il faudra vidanger. Moi j'ai essayé de le faire sans vidanger, du coup j'ai plaqué la moto sur le côté, je l'ai mis sur une poutre et un pneu comme ça, et du coup quand j'ai démonté la pompe, j'ai toute l'huile du réservoir ici qui s'est écoulée dans le carter. Du fait, ce que j'ai fait après, c'est qu'une fois que j'avais changé la distribution, j'ai vidangé le carter moteur. Je voulais pas redémarrer la moto avec toute l'huile dans le carter uniquement, je pense que ça aurait pas été bon du tout, puisque l'huile elle aspirait par là, donc il aurait manqué d'huile, il y aurait eu un gros bordel. Du coup j'ai préféré vidanger, j'ai remis toute l'huile récupérée par en haut ici ensuite. Donc une fois que vous avez ouvert le carter et enlevé les 2 pompes, vous pouvez changer la chaîne de distribution. Vous la faites sauter d'ici en haut, et vous l'enlevez d'en bas, et vous remettez la nouvelle. Donc c'est tout bête, la chaîne elle coûte environ 55 €, je l'ai prise sur Kedo. J'allais le prendre chez, comment on appelle, gnmoto.com là. Dommage, le mec était parti en vacances et apparemment il est seul à gérer les envois, donc j'ai dû trouver une alternative. Kedo, je suis pas trop fan de leur site, franchement c'est un peu bordélique à trouver des références, je trouve. Il est pas super bien fait, il y a le paiement différé, c'est-à-dire que vous achetez et qu'il vous envoie une facture dans les 24-48 heures, je sais plus, et là vous payez ensuite, et ensuite comme ça vient d'Allemagne, il y a un gros délai. Il y a un délai, si je dis pas de conneries, on a une semaine, hein, facile une semaine, alors que GN Moto, on a 2-3 jours maxi, c'est livré. Et donc j'ai changé ma distribution hier, au fait jeu aux soupapes, et du fait j'ai remonté une partie de la moto hier, j'ai terminé ce matin. Du coup là je suis allé l'essayer, enfin ce matin j'ai essayé devant chez moi au ralenti, et le bruit avait disparu à chaud. Donc je suis allé rouler, là c'est ce que je fais en ce moment justement pour contrôler, et là le bruit je ne l'entends pas. Vous imaginez pas comment c'est un vrai soulagement, parce que ce genre de problème, tu vois, un problème moteur, ça pouvait être beaucoup de choses, mais je me suis vite focalisé sur la chaîne de distribution. Je me suis dit allez, allons au plus simple, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses à démonter, ça coûte pas très cher, la chaîne ça coûte 55 €, il me fallait 3 pastilles pour le jeu aux soupapes, ça m'a coûté genre 6 € et quelques. C'est quelque chose d'assez facile à faire. Parce que si ça avait été le bas moteur, honnêtement, tout ce qui est bielle, vilebrequin, tout le bordel, j'y touche pas. Je suis pas, c'est pas que je saurais pas le faire, je saurais certainement le faire, mais il faut un garage où vous puissiez ranger vos affaires sur un établi, sur des étagères, où vous êtes sûr que personne viendra y mettre ses pattes, bousculer ou quoi que ce soit, parce qu'il faut que ce soit bien carré et tout. Surtout si c'est votre première fois, surtout. Les outils, il n'y a pas besoin d'outils très spéciaux, hein. Au pire ça s'achète, ça coûte pas cher. Ça vous coûtera de toute façon beaucoup moins cher qu'en garage, parce que la main d'œuvre il y en aura énormément. Je voulais pas toucher à ça pour ces raisons-là, parce que ça aurait été compliqué pour stocker les pièces qui sont démontées, parce que ça aurait été aussi malgré tout compliqué à réparer, hein, il faut pas se le cacher, ça aurait été ma première fois, et je suis pas trop chaud pour l'instant de le faire. Et puis parce que quand vous démontez, en général on change les joints d'office. Tout ce qui est joint papier, joint torique, tout le bordel. Et au final, quand vous démontez complètement un moteur comme ça, il y a tellement de thunes à mettre en joint que je ne sais même pas si c'est intéressant. Le plus intéressant, je pense, c'est de racheter un moteur d'occasion, même si on ne sait jamais exactement sur quoi on tombe. Quand vous achetez surtout un moteur qui est déjà démonté, on ne sait pas s'il tourne vraiment, on ne sait pas s'il y a quelque chose à la boîte, à l'embrayage, machin. Le mec, il peut vous raconter n'importe quoi. Si la moto elle est en très mauvais état et que vous l'achetez uniquement pour les pièces et donc en partie pour le moteur, là vous pouvez encore peut-être l'essayer. Ça, ce serait le meilleur des cas, mais forcément ça vous fait dépenser un peu plus qu'un moteur seul. Donc là, du fait, je suis très content parce que ça avait l'air d'être la chaîne de distribution, puisque là j'ai pas du tout entendu bruit, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai fait tourner devant chez moi et là je n'entends pas. Et donc même à froid, elle fait moins de bruit qu'avant, et à chaud, le bruit, le claquement qu'on entendait comme ça à 1400 tours, je ne l'entends plus. Donc je suis très content. Alors sachant que, je vous le rappelais tout à l'heure, la moto a 67 000 km environ, et la chaîne de distribution, le tendeur de chaîne, avant de changer tout ça, j'avais retiré, vous voyez la vis du tendeur qui pousse un ressort et qui pousse donc le tendeur de chaîne.
Cette vis là je l'avais enlevée, j'avais poussé manuellement pour voir s'il n'était pas bloqué et en fait il était déjà tendu à fond, il n'y a pas de problème pour ça, c'était pas un défaut de tendeur. Et ce tendeur il était tendu environ on va dire 2/3, 3/4, c'est difficile à estimer, mais on n'était pas loin des 3/4. Donc elle n'était pas au bout de sa vie la chaîne apparemment, mais on n'était pas très loin. Du coup ça valait le coup de la changer de toute manière et c'est ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille si vous voulez. Alors on lit parfois sur des forums que les mecs n'ont jamais changé leur chaîne de distri à 80 000, 100 000, 120 000. On lit des chiffres assez hallucinants, mais encore une fois, ne vous fiez pas qu'à ça. Une moto n'est pas une autre, un motard n'est pas un autre. C'est-à-dire que d'une conduite à une autre, la manière de conduire, la nervosité, le type de parcours que vous allez faire, si vous faites plus ou moins d'autoroutes, plus des petites routes, si vous faites du tout-terrain ou pas, ça va changer énormément de choses sur l'usure du moteur dans sa globalité, mais aussi des accessoires et des pièces déconsommables, hein, puisque la distribution, c'est presque inconsommable, on va dire. Et du coup, voilà, avec un cheminement assez logique, on arrive à résoudre des problèmes qui, au final, c'était pas grand-chose. Et il faut savoir le démonter, bien sûr. Alors, ça fait cette moto-là, je la connais bien. J'ai démonté beaucoup de choses moi-même, puisque je refais tout moi-même. Je ne l'amène plus en garage. Du coup, je la connais bien. Pour moi, c'était pas grand-chose, même si ça prend un peu de temps. Enfin, c'est surtout les commandes hein, qui prennent du temps pour le coup. Il faut plusieurs jours d'attente, mais c'est pas plus long que ça à faire. Alors, je vous fais écouter le moteur. Du coup, elle fait un bruit un petit peu différent d'avant. Le bruit de chaîne est différent et elle fait un petit. C'est pas un sifflement, mais vous allez voir. Vous voyez, on entend le bruit de la chaîne là. Et ce bruit-là, je l'avais plus avant. Enfin, j'avais pas ce genre de bruit, quoi. Je l'avais certainement il y a très longtemps quand j'ai acheté la moto, qu'elle avait moins de 40 000 bornes. Mais ensuite, je l'avais plus. J'avais surtout un bruit de chaîne assez marqué, mais pas inhabituel. C'était quelque chose d'assez normal pour une chaîne un petit peu usée. Mais là, le bruit a bien changé, c'est marrant. En tout cas, ça tourne bien, il n'y a pas de fuite. Je suis très content. Regardez, je suis à 1500 tours. Alors, vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte de toute façon, là, mais si j'accélère, ça va patiner. Hop là, elle est partie un peu de travers, alors que j'étais à moins de 2000 tours. Hein. Et ça, avant, j'y arrivais plus. C'est tout con, hein. Voilà, une autre petite chose que je dois faire. Là, je cherche un chemin en même temps. Il me semblait qu'il y en avait un autre dans le coin. Voilà, une autre chose que je dois faire là, c'est que j'ai racheté des roulements pour la roue arrière. Je les ai fait il n'y a pas très longtemps, il y a environ 3000 bornes. Mais vraiment en manque de peau. Juste après les avoir changés, j'ai eu mon kitchen qui a rendu l'âme. Mais alors il n'a pas rendu l'âme parce qu'il est arrivé au bout de sa tension. Il faut savoir que je fais énormément de tout-terrain et beaucoup de bourbiers. Hein. Ceux qui en font avec moi savent que dès qu'il y a une flaque de boue, j'hésite pas à aller dedans, c'est mon kiff. Du coup le kitchen, enfin la chaîne en prend un coup. Et je me retrouvais avec une chaîne qui, après une sortie ou en plein milieu ou à la fin d'une sortie tout-terrain, je me retrouvais avec une chaîne qui faisait un bruit terrible et qui était tendue à mort. Alors qu'elle n'avait pas trop de tension avant de partir. Hein. La tension était bonne à la base. Ah, tiens, c'est ici le chemin. Avant de partir, la tension était bonne et au bout de la randonnée, j'avais une sale tension, elle tendait à mort et par à coup. Alors là, c'était vraiment la fin. En fait, elle perdait toute sa graisse pendant la sortie. Elle n'arrivait plus à retenir la graisse que je lui mettais. Et du coup, ça m'a niqué mon roulement de porte-couronne. Sur cette moto, il y en a un, la couronne est séparée du reste de la roue. Et je me retrouvais donc avec une chaîne qui lui tirait sur la gueule. Et j'ai mon roulement de porte-couronne qui est mort comme ça. Et j'ai un roulement de la roue, alors je sais pas si c'est l'intérieur, l'extérieur, enfin le gauche ou le droite. Ça, je le verrai au démontage. Mais celui-là, il en a pris un coup. C'est quand j'ai changé le pneu Mitas. J'avais acheté un outil, je sais plus trop comment on l'appelle d'ailleurs. Je vous mets le nom à l'écran aussi. C'est un outil qui se prend dans l'axe de roue et qui vient pousser le pneu. Enfin, l'outil en soi, il est génial, quoi. Il est même super adapté pour tout ce qui est cross. Enfin, des pneus peut-être plus faciles à monter. Mais le Mitas est tellement dur, sachant que là, j'avais repris un Mitas 09 classique et pas un Dakar. Et malgré tout, il était vachement dur à monter, même avec cet outil. Juste l'avantage de cet outil-là, hop là, ça part, ça c'est cool, même à bas régime. Donc même avec cet outil c'était dur, mais par contre c'est que vous ne pouvez pas percer la chambre à air. Ça c'est cool parce que quand vous en chiez avec des monte-pneus classiques et qu'au bout du compte vous le remontez, vous le gonflez, vous avez percé la chambre à air sans vous en rendre compte, ouais, parce que sinon ça serait trop facile, et ben vous avez la haine quoi. Avec cet outil là c'est pas possible. Mais par contre du coup comme l'axe se prend, ça patine facile, hein.
c'est cool. Et comme il se prend dans l'axe, et ben en fait il a forcé dessus, et il a forcé sur mes roulements tout simplement. Donc ça les a foirés comme ça. Voilà, je vais pas vite depuis tout à l'heure, je suis vraiment en rythme balade. Je regarde surtout le comportement de la moto. Là, je vais encore m'arrêter pour voir s'il n'y a pas de fuite. À tout à l'heure, j'ai même flippé parce que bon, comme vous voyez, il pleut un petit peu. Les routes sont sales. sous le sabot moteur, j'avais de l'eau sale qui coulait. Je me suis dit, merde, c'est de l'huile, j'ai une fuite. À ceux qui font un peu de mécanique comme ça, je pense qu'ils ont tous un peu ce genre de sensation où il va y avoir une fuite, il y a quelque chose qui va pas aller. Ça fait ça pendant la première sortie ou la deuxième, et après ça va, on sait que ça roule, tout va bien. Les joies de la mécanique. D'ailleurs, je ferai peut-être quelques vidéos. Alors j'ai déjà quelques petites idées. Il faut voir comment je tourne ça sur quelques outils que j'utilise, ma caisse à outils, mes clés dynamométriques ou quoi. Je verrai à faire une ou deux vidéos sur ce thème-là, si ça peut vous intéresser. Pour vous montrer, tiens, il y a une petite descente à faire là. Pour vous montrer à quel point il ne faut pas des outils de fou et que de toute façon ils sont très vite rentabilisés par rapport à ce que vous pouvez faire en garage. Même si évidemment ceux qui n'ont pas le temps, ils l'amènent en garage, ils se posent pas de questions, hein, on force personne. C'est juste pour vous dire que il y a une belle pente là déjà. Hein. Là je vais la prendre en photo comme ça. J'adore la gueule que ça lui fait avec son phare jaune là. D'ailleurs on me pose parfois la question. C'est pas un phare qui est déjà jaune d'origine. Et c'est pas non plus un film jaune que j'ai mis dessus, c'est un teintage. Ça je vous mettrai en commentaire si on me le redemande, mais c'est un vernis vitrail spécial pour le verre, qui résiste à la chaleur, aux UV et tout. Et pas de problème, c'est très résistant, j'adore ça. Hop. Alors je voulais aussi vous parler vite fait du mon rétroviseur. Hop là. Du rétroviseur, là j'ai remis le rétroviseur d'origine, toujours à gauche, j'ai enlevé celui de droite, parce que je m'y suis fait comme ça, de toute façon il n'est pas obligatoire. Et puis j'ai moins de risques comme ça de casser le support du rétroviseur et donc la poignée. Je l'ai cassé sur ma chute, une chute que j'ai mise dans une de mes vidéos. C'était le rétroviseur, hop, le rétroviseur ram mount, le miroir a cassé. Alors c'est bizarre parce qu'il n'est pas touché le sol exactement, en tout cas pas le miroir, juste la coque en plastique du rétro, et encore c'était dans de l'herbe. Franchement, j'ai pas compris pourquoi il s'est cassé. Alors, j'ai une petite explication, c'est que derrière le miroir, une fois qu'il est cassé, c'est totalement vide, c'est creux. Il n'y a rien qui retient le miroir. Il n'y a pas de petit tampon ou quoi. Et ça, pour moi, c'est une mauvaise conception. Ce qui fait que je dois en racheter un. Alors, ça coûte 10 $ sur le site officiel de la marque. Mais le site officiel, tu as 10 $ de produits et tu as 30 $ de frais de port. Parce que ça vient d'Amérique. Du fait, je l'ai pris sur le site adventurespec.com, c'est un site anglophone, mais avec les frais de port, si je n'avais pris que ça, ça me revenait environ 17 €. Ce qui c'est beaucoup plus raisonnable, même si ça fait cher, quoi, c'est un miroir. Mais là pour le coup j'ai pas le choix, c'était soit changer le miroir, soit changer le bloc complet qui vaut 35 € hors frais de port. Et c'était complètement débile puisque mon plastique est en super état, il n'y a que le miroir qui a pété. Donc là le miroir je l'ai reçu, enfin c'est un collègue qui a passé une commande, il fallait d'autres choses sur le site. Je vais le récupérer bientôt et je vais pouvoir le recoller à la place de l'ancien. Donc je vais pouvoir récupérer mon rétroviseur ram mount, enfin c'est la marque Double Tech avec un bras d'extension ram mount. Le reste en dehors du miroir c'est garanti à vie. Le miroir si vous le pétez par contre pour eux c'est du consommable. Et vu la conception ouais c'est du consommable pour le coup. Voilà, je suis super content, la moto ne fait plus aucun bruit particulier. Du coup vous avez toutes les explications. Si j'ai oublié des choses ou si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous voulez savoir des choses sur cette moto que je commence à vraiment bien connaître en fait. Si je peux vous aider comme ça sur quelques détails techniques de la moto, ce sera avec plaisir. Allez, sur ce je vous dis à la prochaine, ce sera certainement pour une vidéo balade, on va voir ce qu'on peut planifier. Ou alors une vidéo test produit, mais peu importe, on se retrouve assez vite. Allez, salut tout le monde!